Le 18 août, une réunion cruciale s'est tenue à la Maison-Blanche. Les enjeux étaient immenses, définissant l'avenir de l'ordre international. Le président Emmanuel Macron, le président Volodymyr Zelensky, le président Donald Trump et plusieurs leaders européens, incluant les chefs de gouvernement allemands et britanniques, ainsi que le président du Conseil européen, étaient réunis. Leur objectif était clair, progresser vers un accord de paix durable pour le pays voisin de la Russie. Ce sommet, lourd de sens, était marqué par une tension palpable. Le monde entier avait les yeux rivés sur Washington. Cette réunion représentait-elle une opportunité unique pour la paix ou un échec retentissant? C'est la question que tous se posent. Question à vous, de quelle ville et de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Votre perspective compte pour nous éclairer sur la portée mondiale de ces événements. Que s'est-il passé précisément? Des étapes claires ont été définies pour les négociations. D'abord, une rencontre bilatérale entre le président Zelensky et le président Poutine devait avoir lieu. Ensuite, une réunion trilatérale impliquant Zelensky, Trump et Poutine était prévue. Enfin, une rencontre multilatérale élargie devait rassembler les Européens, la Turquie et d'autres nations clés pour discuter de la sécurité et de l'architecture future de toute l'Europe. Mais le cynisme russe est apparu au grand jour. Alors que ces discussions prenaient forme et que le président Trump était même directement en ligne avec Poutine, l'armée russe a mené une série de frappes impitoyables et délibérées. Ces attaques ont visé des infrastructures civiles et des quartiers résidentiels dans cette nation d'Europe de l'Est, provoquant des pertes humaines massives parmi les populations innocentes. Ce n'était pas un accident. C'était un acte de mépris total et flagrant pour les efforts de paix en cours, une provocation sanglante et calculée, défiant ouvertement la volonté de dialogue. Qu'est-ce que cela nous dit des intentions réelles de la Russie? Cela suggère une profonde duplicité, une volonté de négocier tout en cherchant des avantages militaires sur le terrain, ou pire, une simple stratégie de diversion. Parallèlement à cette diplomatie sous haute tension, et en réponse à l'agression persistante, une initiative stratégique majeure a été activée, la coalition des volontaires. Créée en février dernier par le Royaume-Uni et la France, cette alliance hétéroclite mais puissante regroupe une trentaine de pays. Parmi eux figurent le Canada, le Japon, l'Australie, ainsi qu'une pléthore de nations européennes déterminées à défendre le droit international, telles que l'Allemagne, la Pologne et les pays baltes. Cette coalition travaillera très activement de concert avec les États-Unis. Leur mission est claire, établir des garanties de sécurité solides et inattaquables pour la nation agressée, des garanties qui ne pourront être violées impunément. L'émergence de ce front uni et déterminé envoie un signal fort à Moscou. L'Occident et ses alliés ne fléchiront pas. Dites-nous dans les commentaires, d'où nous suivez-vous? Quelle est votre ville et votre pays? Votre engagement citoyen est une composante essentielle de la pression internationale. Pourquoi cette situation compte-t-elle maintenant? Elle est bien plus qu'un simple conflit régional. Elle représente un test existentiel, un défi fondamental pour l'ordre mondial tout entier, tel qu'il a été patiemment édifié depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, basé sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. La poursuite des massacres quotidiens, des destructions systématiques et des déplacements massifs de population est une catastrophe humanitaire. Insupportable. Chaque jour sans un cessez-le-feu immédiat, des vies innocentes continueront d'être fauchées par la violence aveugle. C'est inacceptable, moralement indéfendable et juridiquement condamnable. Le président Macron l'a exprimé avec clarté. Si nous commençons à reconnaître des territoires pris par la force, c'est simplement la fin de l'ordre international. Comprenez-vous la gravité de cet avertissement? Reconnaître ces gains territoriaux illégaux, obtenus par l'agression et le non-respect flagrant des traités, reviendrait à donner un blanc-seing à de futures agressions partout dans le monde. Imaginez les conséquences pour des régions sous haute tension, comme Taïwan, face aux ambitions croissantes de la Chine, ou les Balkans. Cela menacerait directement la sécurité d'eux. L'Europe, ouvrant la voie à une ère d'instabilité permanente. Une puissance nucléaire qui ne respecte plus les frontières internationales, les accords signés et les principes fondamentaux de la coexistence pacifique, c'est une menace directe et existentielle pour nous tous, pour la stabilité globale. Les garanties de sécurité sont donc vitales.
Elle ne vise pas simplement à protéger le pays voisin de la Russie d'une nouvelle agression future, mais aussi à dissuader la Russie de toute tentative d'expansionnisme ou d'ingérence contre d'autres nations européennes. Cela implique un soutien militaire sans précédent et une capacité de défense renforcée pour la nation agressée. Soutenir une armée forte, moderne et bien équipée, sans aucune restriction sur le nombre de soldats qu'elle peut. Former et déployer sur les munitions et le matériel de pointe qu'elle peut recevoir, ou sur les technologies de défense les plus sophistiquées, est absolument essentiel. Pensez aux systèmes de défense aérienne Patriot et Iris-T, aux avions de combat de nouvelle génération comme les F-16 ou potentiellement les F-35, aux drones avancés et aux capacités de guerre électronique, aux chars de combat modernes comme les Abrams ou les Léopards, et aux technologies de cyberdéfense. C'est une question de survie nationale pour le pays attaqué, mais aussi une question de sécurité collective pour l'ensemble du continent européen. Quelle seule mesure ou sanction, si elle était appliquée avec une rigueur absolue et une coordination internationale sans faille, pourrait réellement changer la situation dans le pays voisin de la Russie et forcer Moscou à reconsidérer sa position? Soyez précis dans votre réponse. Pensez au-delà des mesures existantes. Il y a différentes versions de ce qui se passe dans les coulisses de cette diplomatie tendue, chacune reflétant des intérêts divergents. Officiellement, les discours publics sont soigneusement calibrés. Nous parlons de pourparlers de paix, d'efforts diplomatiques intenses. Le président Macron se positionne comme un architecte inlassable de cette paix, un leader lucide et pragmatique, dont l'ambition est de trouver une solution politique crédible et durable, sans sacrifier les principes fondamentaux du droit international. Le président Zelensky, quant à lui, est présenté comme la victime héroïque, le symbole de la résilience et de la dignité d'un peuple. Son message est constant, il veut la paix, une paix juste et complète. Mais comment est-il possible de négocier sous les bombes, avec des villes assiégées et des populations terrorisées? C'est une situation intenable, une contrainte inacceptable. Tous nous voulons la paix, nous voulons tous la paix dès le début, a déclaré Macron, tentant de souligner une unité de façade, mais la réalité sur le terrain est infiniment plus brutale. Le président Trump, jugé optimiste par Macron quant à sa capacité à dialoguer avec Poutine, est un acteur pivot dont le rôle est scruté avec anxiété. Son dialogue avec Poutine est perçu comme un levier essentiel pour avancer. Cependant, cet optimisme affiché par Trump cache-t-il une potentielle naïveté face à la ruse russe, ou pire, une intention cachée? Des informations en coulisses suggèrent que l'optimisme de Trump pourrait être le signe d'un accord secret déjà ébauché, ou du moins d'un cadre de négociation privilégiant un cessez-le-feu rapide au détriment des intérêts fondamentaux de cette nation d'Europe de l'Est. Un tel accord pourrait potentiellement se faire au prix de concessions territoriales majeures ou d'une neutralisation forcée, perçue comme une trahison. Ce scénario n'est pas confirmé, mais la question plane, source d'une profonde inquiétude à Kiev et dans certaines capitales européennes. Une autre version plus sombre suggère que les bombardements russes intensifs menés précisément pendant l'appel entre Trump et Poutine n'étaient absolument pas une coïncidence. Loin d'être un acte involontaire, c'était une provocation calculée, délibérée, d'une violence inouïe. Poutine testait ouvertement la réaction occidentale, cherchant à évaluer jusqu'où il pouvait pousser les limites de l'acceptable, ou démontrant son mépris pur et simple pour les pourparlers de paix. C'était une insulte sanglante jetée au visage des négociateurs, un message brutal envoyé aux alliés occidentaux. Je fais ce que je veux, quand je veux, et aucune discussion ne m'arrêtera. Cette interprétation met en lumière la nature prédatrice et agressive du régime de Poutine. Enfin, la création de la coalition des volontaires, agissant distinctement de l'OTAN, pourrait être interprétée de multiples manières. Est-ce un aveu implicite de la réticence de l'OTAN à s'engager plus directement pour des raisons d'escalade, ou des limites de son champ d'action en dehors de ses articles de défense collective? En agissant en dehors de la structure établie, ces nations montrent-elles une nouvelle voie pour l'action collective, plus flexible? Est-ce un signe de faiblesse de l'OTAN ou une nouvelle ère de guerre par procuration où les nations agissent via des coalitions ad hoc pour éviter une confrontation directe?
Les motivations de chaque acteur divergent. Trump pourrait chercher un deal rapide et spectaculaire pour se présenter comme un faiseur de paix avant les élections, quitte à faire pression sur Zelensky pour un cessez-le-feu même défavorable. Poutine, de son côté, pourrait utiliser les négociations comme une simple diversion, un écran de fumée derrière lequel il cherche à consolider ses gains militaires, à réarmer ses forces et à tester la patience de l'Occident. Il pourrait également chercher à diviser les alliés. Macron et les Européens, eux, visent une paix robuste et durable. Non pas une trêve fragile, mais un accord avec des garanties de sécurité inébranlables pour la nation agressée, défendant le droit international. Ils savent qu'une paix précaire ouvrirait la voie à de futures agressions. À qui faites-vous le plus confiance sur ce sujet crucial dans le pays voisin de la Russie? Donnez un nom, un média ou une organisation dont vous estimez l'analyse la plus fiable et la plus objective. Votre avis nous intéresse grandement. Le passé est un miroir brutal de l'avenir. Il est impératif de regarder en arrière pour comprendre la trajectoire actuelle. L'invasion de la Géorgie en 2008, qui a vu la Russie annexer des territoires comme l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, a été un premier signal. Puis, l'annexion unilatérale de la Crimée en 2014, suivie de l'incitation à des mouvements séparatistes dans l'est du pays voisin de la Russie, a marqué une escalade sans précédent dans la violation du droit international. Ces événements ont montré un appétit territorial et une volonté d'ingérence flagrant de la Russie. Ils ont aussi révélé de manière déchirante l'échec cuisant des garanties de sécurité passées pour le pays voisin de la Russie, pourtant solennellement promises. Pensez au mémorandum de Budapest de 1994, un accord historique et fondamental. En vertu de ce mémorandum, cette nation d'Europe de l'Est avait volontairement renoncé à son colossal arsenal nucléaire, le troisième plus grand du monde à l'époque. En échange, la Russie, les États-Unis et le Royaume-Uni s'engageaient solennellement à respecter sa souveraineté, son intégrité territoriale et ses frontières existantes. Ces garanties censées être le pilier de sa sécurité. Futures ont été cyniquement et brutalement violées à plusieurs reprises, notamment en 2014 et 2022. L'histoire se répète-t-elle? Ou sommes-nous cette fois-ci condamnés à la revivre avec des conséquences encore plus désastreuses? La crédibilité des engagements internationaux est en jeu. La rhétorique russe de l'opération spéciale, lancée en 2022, prévoyait une guerre éclair de 3 semaines maximum, culminant par une prise rapide de la capitale. Mais après plus de 1000 jours de combats acharnés, l'armée russe a réussi à prendre moins d'1% du territoire supplémentaire de cette nation. Moins d'1% en 1000 jours. Cette débâcle militaire russe, ces chiffres accablants, décrédibilisent totalement et irrévocablement la propagande du Kremlin, qui continue de parler de succès militaire fantomatique. Le contraste est brutal, presque grotesque. 3 semaines contre 1000 jours. C'est l'échec cuisant, patent, indéniable, humiliant de Poutine et de ses stratèges militaires. Une preuve éclatante de la faillite de leur ambition impérialiste et de leur sous-estimation flagrante de la détermination du peuple agressé. Cet échec militaire, s'il est combiné à une pression diplomatique et économique accrue, pourrait bien être le facteur déterminant pour forcer Poutine à revoir ses calculs. Quel événement dans le secteur géopolitique global est, selon vous, le plus sous-estimé par les médias traditionnels? Nommez-le et expliquez en détail pourquoi vous pensez qu'il mérite plus d'attention et d'analyse. Que se passe-t-il ensuite? Les discussions sur les garanties de sécurité, telles qu'elles ont été menées à Washington, ont marqué un nouveau pas d'une importance capitale. C'est une nouvelle approche. Les États-Unis feront partie de la garantie de sécurité, a souligné Macron, insistant sur le caractère inédit de cet engagement. L'engagement explicite et formel américain, qui irait au-delà de la simple fourniture d'armes, est un facteur de poids inédit et potentiellement game changer. Il est crucial, car l'absence de garanties robustes et contraignantes auparavant a conduit directement aux invasions passées. Sans un cadre de sécurité vérifiable, toute paix serait illusoire. Un armistice, une simple cessation des hostilités, sera peut-être obtenu à court terme pour arrêter les massacres et offrir un répit humanitaire indispensable. Cependant,
il est fort probable que les négociations sur les garanties de sécurité et sur le statut des territoires occupés risquent de s'éterniser. Ce processus pourrait prendre des mois, voire des années, et sera jalonné de revers. C'est un scénario probable, car la confiance est brisée. Pour cette raison, la pression des sanctions internationales doit non seulement être maintenue avec la plus grande fermeté, mais elle doit également être renforcée. Pourquoi? Parce que l'expérience a montré que Poutine ne négociera sérieusement que s'il y est forcé, lorsque le coût de la guerre et l'isolement deviendront insupportables pour son régime. Il ne veut pas la paix tant qu'il croit pouvoir gagner militairement, ou du moins maintenir le statu quo territorial. Le scénario idéal serait une paix durable et juste, respectant pleinement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la nation agressée, avec des garanties robustes, vérifiables et internationalement contraignantes. Cette paix inclurait le retrait complet des forces russes, des réparations pour les dommages de guerre et la mise en place d'un mécanisme de sécurité qui rendrait toute nouvelle agression impossible. Dans ce scénario, la Russie respecterait enfin ses engagements. Le pire scénario serait une capitulation déguisée, un cessez-le-feu obtenu sous la contrainte, sans garantie réelle de sécurité ni de respect de l'intégrité territoriale. Poutine consoliderait alors ses gains illégaux sur le terrain, décrédibilisant l'Occident et l'ordre international fondé sur des règles. Ce serait ouvrir la voie à de futures agressions, non seulement contre cette nation, mais aussi contre d'autres pays voisins. Cela créerait un conflit gelé, avec la menace constante d'une reprise des hostilités. Cependant, un recul de Poutine sous une pression intense et combinée est aussi une possibilité, un espoir que nous devons activement poursuivre. Face à une dégradation interne de la situation en Russie, problèmes économiques, mécontentement populaire, instabilité politique, ou à des revers militaires majeurs et humiliants sur le front, Poutine pourrait être contraint, contre son gré, d'accepter des conditions plus exigeantes pour mettre fin au conflit. Cela pourrait inclure le retrait des troupes, des négociations sur la Crimée, voire des procès pour crimes de guerre. C'est un scénario difficile mais plausible, qui dépendra de la fermeté inébranlable et de la persévérance des alliés occidentaux. C'est l'espoir que nous gardons collectivement. Question à vous. Où nous regardez-vous maintenant? Indiquez votre ville et votre pays dans les commentaires. Votre participation nous aide à mieux comprendre l'impact de ces événements sur la communauté mondiale. Le président Macron l'a dit avec justesse. Le président du pays voisin de la Russie et les autorités de ce pays ne peuvent pas négocier la paix sous les bombes. C'est une situation intenable. Une négociation équitable exige un environnement où la vie des civils n'est pas constamment menacée, où la destruction n'est pas la tactique principale. La détermination inébranlable de nos leaders à soutenir la nation agressée est louable. Mais ils ont besoin de notre soutien, du soutien des citoyens de nos démocraties. Notre rôle ne se limite pas à observer, il est d'agir. Il est temps de maintenir et même d'intensifier la pression maximale sur la Russie. Nous, citoyens, devons exiger que nos gouvernements, la France, l'Europe et les États-Unis, renforcent les sanctions économiques, financières et technologiques, les rendent plus ciblées et plus douloureuses, jusqu'à ce que Vladimir Poutine comprenne qu'il ne peut pas gagner par la force, que la voie militaire est une impasse coûteuse. Nous devons également insister pour une aide militaire continue, rapide et substantielle, répondant aux besoins évolutifs. Pour l'humanité, pour la justice, pour le respect du droit international et pour la survie des principes démocratiques, nous soutiendrons cette nation d'Europe de l'Est. Partagez ce message, cliquez sur « J'aime » si vous êtes d'accord avec cette analyse et cette vision d'un monde plus juste. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses cruciales, car l'information est notre meilleure arme contre la désinformation. Votre abonnement, votre vigilance, votre engagement sont votre protection contre la propagande et la manipulation. Si vous étiez conseiller d'un leader européen, quelles seules mesures immédiates et audacieuses prendriez-vous pour les prochains 90 jours, afin de faire avancer concrètement la résolution de ce conflit et de renforcer la position de l'Europe? Votre idée doit être innovante et percutante,